Salut, c'est Charlotte. Salut, c'est Marius. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse la société dans une chronique, puis on s'écharpe possiblement en débat, en toute subjectivité et sans aucun respect pour les règles traditionnelles du journalisme. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Bon, c'est la rentrée, alors on a les cerveaux qui débordent de tout ce qu'on n'a pas pu dire pendant 3 mois. Et il s'en est passé des choses. Alors pour faire le tri, on s'est demandé ce qui nous avait le plus marqué, ce qui nous avait fait regretter nos micros à s'en gratter les cordes vocales. Et très vite, on s'est dit que cette chronique était inévitable. Alors oui, tout le monde en a déjà parlé partout, mais jamais encore avec notre intelligence et nos chères subjectivités à nous. Alors pour bien commencer l'année, on revient sur l'affaire Mazan, qu'on appellera ici l'affaire Pellico, parce que ça commence à bien faire d'anonymiser les sujets graves en permanence. Et comme Charlotte voulait absolument parler d'autre chose, vous découvrirez quoi la semaine prochaine, c'est à moi, en bonhomme cis, blanc, hétéro, qui revient la tâche de parler de ce procès hors norme, de la culture du viol, du not all men, it too. Merci pour ça. De rien. On rigole, mais en écrivant cette chronique, j'ai toujours derrière la tête que ce que je vais dire pourrait être insupportable pour des oreilles concernées. Mais je me dis aussi que si on commence à ne pas savoir parler de certains sujets par peur des réactions, on est mal barré. J'en parle donc avec ce qui, moi, me touche et me questionne dans cette histoire, avec ce que j'ai envie de vous partager. L'affaire Pellico, c'est donc le procès des 50 hommes qui ont violé Gisèle Pellico, endormie car droguée par son mari, le 51e accusé. Le tout sur une période de 10 ans. Je dis qui ont violé parce que c'est assez clair pour tout le monde. Le procès est très médiatisé car la victime a demandé à ce que tout puisse être public et les preuves sont accablantes. Les hommes étaient recrutés par le mari sur un forum nommé À son insu. Et les vidéos des agressions, tournées et archivées par ce même mari, montrent clairement une Gisèle Pellico inconsciente, souvent ronflante, profondément endormie. Assez vite, on a entendu beaucoup de gens dire « Mais pourquoi un procès si long ? Pourquoi prendre la peine de défendre ces types dégueulasses quand les faits sont si clairs ?» Et en vrai, je comprends. Moi aussi, ça me fait bizarre de voir des violeurs avérés être défendus pendant de longues semaines. Mais il y a quelque chose qui me gêne énormément dans ces paroles. En fait, je trouve ça pénible de devoir rappeler, même à des gens de gauche, que le fonctionnement bête et méchant de la justice, de garantir même aux pires enfoirés une défense qui prend le temps de se laisser entendre, c'est ce qui nous préserve d'une justice fasciste. C'est quand même pas compliqué de comprendre que dans une justice où on décide de condamner sans procès les coupables évidents, ça n'est pas le bien et le mal qui font le tri entre ceux-là et ceux qui méritent une défense. Ce sont les personnes qui ont le pouvoir de décider de ces catégories. Et ce truc de coupable évident, c'est évidemment ultra subjectif, surtout dans l'ambiance actuelle. Rappelle que tu peux devenir éco-terroriste en faisant une manif dans un champ, assassin en puissance en faisant du rap ou islamiste radicalisé en portant une abaya à l'école. Bref, arrêtons un peu d'être stupides, s'il vous plaît. Sauf qu'une fois que j'ai dit ça, je vais regarder la défense des accusés en question et là, une immense majorité de ces hommes nient les faits. Leurs avocats s'échinent à les faire passer pour des innocents qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, certains disent qu'ils croyaient qu'elle faisait semblant de dormir, d'autres font même passer la victime pour une manipulatrice qui était en fait volontaire pour de l'échangisme, photo-suggestif d'elle à l'appui, et Gisèle Pellico qui raconte comment elle se sent devenir l'accusée et ses violeurs des victimes. C'est dur. Alors on fait quoi ? On oublie tout ce que je viens de dire et on fout tout ce beau monde en tôle ? Bah non. Ce qui fait chier ici, c'est pas la défense en soi, c'est la manière de retourner la chose. C'est d'avoir toujours comme réflexe, plutôt que de chercher à comprendre comment on peut en arriver là, de retourner l'accusation à la victime. On sait bien maintenant que les hommes ont tendance à violer les femmes. Pas les monstres, les hommes. Si un tel phénomène de société existe, il serait peut-être temps de se poser la question de pourquoi et de comment traiter cette chose. Dans les milieux qui ont du pouvoir sur les gens, je veux dire. Parce que des penseuses et penseurs qui y réfléchissent, ça existe depuis un bail, mais quand est-ce qu'on va commencer à en faire quelque chose de concret ? D'autant que je me dis que dans un monde un peu plus malin, où au lieu de foutre les gens en zonze pour qu'ils ressortent juste pareil, en plus fous et plus frustrés, on les accompagnerait efficacement pour qu'il y ait moins de crimes, dans un monde où la défense de ces hommes consisterait plutôt à reconnaître qu'ils ont violé sans que ça leur paraisse grave, que c'est justement là le problème et qu'il leur faut maintenant changer profondément, on aurait peut-être à la fois un peu moins de soucis et un peu moins envie de régler les choses en leur faisant bouffer leurs couilles sans autre forme de procès. Ça, c'est la fin de la chronique. Ça, c'est la fin de la chronique. Eh ben, qu'est-ce qu'on en dit ? Moi, sur ce sujet, ce que je trouvais grave intéressant, et d'ailleurs c'est ce dont on avait parlé pour construire ta chronique, et on s'était demandé en fait ce qu'on pouvait ajouter à ce qui avait déjà été dit et redit très bien par plein d'assos féministes et des médias qui ont très bien fait leur taf. Au-delà de ce que tu as mentionné, l'horreur du procès, le fait que, le truc de la banalité du mal et tout, moi ce que je trouvais intéressant, c'est justement une conversation d'ailleurs qu'on avait eue en point édito sur le média sur quelqu'un qui faisait la réflexion. C'est fou qu'il y ait un procès pour ce genre de truc où on voit très bien le crime et il y a des preuves pour le montrer. Et en fait, du coup, ça nous a mené un peu à la réflexion de qu'est-ce qu'on fait des hommes qui violent, en fait. Et je trouve que c'est limite, entre guillemets, parce que c'est pas une question d'intérêt, c'est aussi une question d'affect et de souffrance, etc. Mais c'est limite plus intéressant de réfléchir à ok, à quoi peut servir un procès, puisque dans tous les cas il y a ce procès horrible alors que on sait ce qui s'est passé globalement. À quoi ça peut servir dans un monde post-MeToo
un procès. Et je trouve que c'est ces questions-là que ça soulève qui sont hyper importantes et intéressantes. Et il y a plein de gens en ce moment, je trouve, dans les milieux féministes qui réfléchissent à la manière de traiter les agresseurs dans les cercles militants notamment, où on a des grosses contradictions aussi avec tout ça. Ouais. Donc je trouve que ça soulève vraiment cette question de qu'est-ce qu'on en fait en fait après. Oui, parce qu'en fait c'est comme s'il y avait aussi une double inefficacité de la justice, en mode la justice n'est pas à même d'accueillir la plainte des femmes correctement. Enfin voilà, on connaît aussi tous les problèmes qu'il y a dans le système tel qu'il fonctionne. En fait, le système tel qu'il fonctionne ne fonctionne pas parce que il permet pas qu'il y ait moins d'agressions, qu'il y ait moins de viols, et en fait il se questionne pas sur comment, enfin c'est ce que je dis à la fin de la chronique. Et du coup il y a tous les mouvements effectivement les mouvements un peu anti-carcéraux, et enfin pour le dire au sens très très large, et après de justice, comme on dit, il y a justice réhabilitative ou justice transformative, voilà c'est ça. Non, les deux c'est pareil. C'est pas la même chose. Ah ouais, parce qu'il y a aussi justice punitive. Ouais. En gros, oui, justice punitive. Faut expliquer. En gros, il y a. On a balancé des mots comme des. Non, mais c'est bien. Si je fais un petit historique quand même, il y a eu en 1976, donc il y a la Ligue des femmes, une association proche de Simone de Beauvoir, qui apporte son aide aux femmes victimes de viol, qui affirme que ce n'est pas l'emprisonnement de l'agresseur qui changera sa mentalité et qui refuse de servir l'institution carcérale. Et suite à ça, elles ont même demandé des procès sans emprisonnement. C'est-à-dire que le viol soit reconnu, mais que par contre, on décide collectivement de comment on va traiter ça, et en disant que c'est pas par l'enfermement qu'on traite ce genre de soucis. Et donc, plus aujourd'hui, il y a Elsa Deck-Marceau qui a écrit un bouquin au titre vraiment très long, donc je l'ai pas en tête. Le sous-titre est long, mais le titre c'est Faire justice, c'est aux éditions La Fabrique. Et donc elle parle de ça, et notamment ce que tu disais tout à l'heure, dans les milieux militants et tout. Et donc pour la petite histoire, la distinction, c'est ce qu'elle dit, c'est que la justice réhabilitative, c'est un truc dont l'État s'empare déjà aujourd'hui, et la justice telle qu'elle fonctionne s'empare aujourd'hui, en disant on va faire des ateliers et tout, et du coup des fois c'est pas forcément ultra cohérent ou ultra bien pensé en amont, alors que la justice transformatrice, je pense que c'est ça, c'est ce que elle cherche à mettre en place aussi dans son collectif Fracas. Je vous recommande grave de lire le livre. Moi, je l'ai pas lu perso, mais on m'en a. Je le recommande vraiment. Ça, vous pourrez me faire un résumé. Non, la pire personne. Non, mais on a écouté avec Marc pour préparer la chronique des entretiens de cette autrice qui est hyper intéressante, et j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, même dans les milieux militants. En fait, elle a écrit ce livre parce qu'elle a expérimenté des difficultés et des moments de gros questionnement justement avec ce collectif Fracas, qui en fait essaye de réfléchir à comment on peut faire justice sans répéter des processus de violence. Et du coup, c'est un collectif féministe qui essaye de gérer les conflits différemment. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, justement, ce truc de regarder aussi en face notre propre violence quand on est confronté à un comportement d'agresseur. Ou par exemple, là, on parle de ce qu'on a fait à Gisèle Pellicot. Ça peut être un peu paralysant aussi de se retrouver devant ces horreurs, et en fait comment transformer ça en quelque chose qui soit pas forcément genre une envie de vengeance ou une envie de violence ou... Après là c'est sûr que cet exemple là c'est genre un peu le paroxysme de l'horreur quelque part, et en même temps c'est ça qui est important à dire, que c'est pas des monstres, que c'est vraiment monsieur tout le monde, que c'est plein de gens différents de toute classe sociale et tout. Attends, je peux finir juste ce que je disais. Tu peux finir ce que tu disais. Non mais juste parce que c'est important, je dis pas ça pour le côté moraliste, tu vois, moralisateur, en mode c'est pas bien d'avoir des envies de violence, ou c'est pas bien de dire de toute façon les violeurs il faut les enfermer tous dans une tour et plus leur parler, mais juste dans un souci aussi d'efficacité de comment on gère la société. Et ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant. Cette autrice, elle dit que en fait il faut arrêter d'individualiser le crime, et que la communauté et le contexte socio-économique qui a laissé ce crime exister est tout aussi à remettre en question. T'as compris, c'est pas français ma phrase, mais genre que en fait l'individu qui l'a commis, et que du coup c'est un questionnement presque social qu'on doit se poser pour éviter que ça se reproduise, et que du coup de reproduire de la violence pour contrer ça, c'est inefficace, au-delà d'être pas bien, mais du bien coup, mal. Aussi, très concrètement, c'est inefficace, parce que là tu parles aussi de gros enjeux de cadres sociaux et tout, mais c'est juste, par exemple, plutôt que d'ostraciser complètement une personne qui dans un groupe militant, elle parle de ça à titre d'exemple, dans son bouquin et dans les interventions qu'on a regardé d'elle pour préparer cet épisode, plutôt que d'ostraciser complètement quelqu'un qui a fait une agression, alors qu'en fait on est tous et toutes de temps en temps dans nos vies violents, de temps en temps des agresseurs, bien sûr il y a différents niveaux et tout, mais du coup c'est transformatrice aussi à l'endroit de l'agresseur ou de la personne qui agresse, quoi. Et donc de pouvoir, si la victime est consentante bien évidemment, et si c'est possible, avoir une discussion peut-être avec, peut-être avoir une discussion ensemble avec médiation, bien sûr, avec la communauté, et aussi que la personne soit confrontée à ses propres agissements, qu'elle les comprenne, et du coup qu'elle puisse être réintégrée. C'est ça aussi le
processus, c'est de genre pas être en mode ah ben on se débarrasse de tout ce qui est problématique, mais plutôt on essaie de le transformer pour que ça ne le soit plus, quoi. Et puis même le lien qui est intéressant avec l'anticarcéralisme, c'est aussi que historiquement ça a été fait, parce qu'on pourrait se dire ouais c'est un peu ça ressemble un peu à des avis de droitard, genre d'être en mode oui faut pas punir la cancel culture, les woke au secours et tout, mais en fait historiquement ça vient aussi de cultures, par exemple des cultures queer qui ont eu besoin de mettre en place des outils de gestion de la violence et des conflits. Et d'ailleurs Elsa Deck-Marceau elle dit de faire attention aussi à différencier ce qui est du conflit qu'on a vraiment plus l'habitude de gérer dans notre société et dont on a très peur, et la violence qui est autre chose et qu'il faut collectivement définir. Et en fait tout ça a été pensé par des communautés qui ne pouvaient pas faire confiance à la police, à la justice, aux institutions de manière générale, et du coup qui étaient hyper marginalisées et qui de fait ont eu une nécessité à penser des gestions de conflits différentes. Et je trouve que ça c'est hyper intéressant parce que c'est hyper touchy comme question, mais ça vient de vraies nécessités. Et après, pour donner peut-être un autre angle sur l'anticarcéralisme en fait, et le besoin de changer aussi un peu la manière qu'on a de prendre en charge ça, j'avais noté d'autres trucs dans ce fameux article. C'est Gwenola Ricordo qui défend une position plutôt anticarcérale. Elle explique que aussi je vous lis le bout. La justice pénale est-elle l'allié naturel de la cause des femmes ? Non, répond-elle, parce que les femmes serviraient aussi de plus en plus souvent à des prétextes pour justifier le durcissement des politiques pénales. Et en France, par exemple, il y a un fichier judiciaire automatisé qui a été créé en 2004 et qui a été réservé initialement aux délinquants sexuels et qui là a été étendu en 2005 aux auteurs d'infractions violentes. Et du coup, c'est aussi de dire que le processus judiciaire tel qu'il existe aujourd'hui, en fait, il est souvent instrumentalisé par le pouvoir et en fait, le peu de progrès qu'on peut réussir à gratter potentiellement dans un certain sens, ce qui peut nous paraître être du progrès, alors que comme on vient de le remettre en question, ça dépend aussi de comment on choisit de traiter les choses, c'est très souvent instrumentalisé pour devenir des instruments de répression et tout, et presque de répression qui ensuite, je veux dire, il y a un truc un peu bizarre qui se mord la queue où des militants militent pour que la justice évolue, finalement la justice évolue et cette justice va être utilisée pour mieux réprimer les militants. Je trouve que le procès de Gisèle Pelicot, il est intéressant parce que il permet de soulever ces questions d'un point de vue... en fait, ça nous renvoie aussi à notre impuissance. Le fait que ça se passe encore, ça se passe toujours. Il y a toujours, c'est entre guillemets, toujours les mêmes procès. Bon, là, c'est, comme tu as dit, c'est poussé à son paroxysme et tout. Mais il y a aussi un truc en tant que meuf, en tant que féministe, t'es devant le truc et tu te dis, mais en fait, il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à collectivement comment on prend en charge ces violences et la suite. Et peut-être que tous ces procès, et en fait, c'est pas forcément la bonne manière, même si c'est hyper touchy de dire ça. Mais je trouve que ce genre de moment, ça peut permettre de réfléchir à ça, et surtout ça doit, parce que j'ai l'impression que si on est enfermé toujours dans les mêmes réflexes de penser et de redire tout ce qui a déjà été dit, etc., au bout d'un moment j'ai l'impression qu'on tourne en boucle. Et ces réflexions-là, par exemple le livre de Elsa Deck-Marceau, ça nous permet justement d'avancer plus loin, tu vois ce que je veux dire, de remettre en question peut-être des trucs qu'on avait réfléchi avant, de trouver d'autres chemins et tout, et ça je trouve que c'est hyper précieux dans les luttes. Mais c'est vrai que oui, carrément, mais c'est vrai qu'en plus c'est important d'en causer parce qu'elle est hyper minoritaire quand même encore aujourd'hui, et ça je trouve que c'est un gros sujet qu'on a à gauche. C'est quand même que y a beaucoup de choses qu'on défend, je sais pas comment dire, de manière philosophico-politique, quoi, qu'on défend dans le discours, qu'on arrive à appliquer un peu de manière concrète aussi. Et ce genre de sujet-là, mais c'est normal, c'est parce que c'est aussi les pires, tu vois, c'est ce qui touche à des trucs extrêmement violents et tout. Et on a encore beaucoup de mal. C'est-à-dire que là, on sait très bien que la théorie de gauche, elle s'appuie quand même beaucoup sur l'anticarcéralisme, sur aller contre la punition, parce qu'on sait bien que la punition, c'est pas efficace pour régler les soucis et pour changer un peu les gens. Et en même temps, il y a énormément d'assauts féministes et même d'assauts au sens large et tout qui sont pour la condamnation, pour plus de condamnation, pour plus de punition pour les violeurs et tout, et ce qu'on comprend aussi, j'imagine encore plus quand on est une meuf dans son intimité, parce que c'est sûr que le procès ça permet aussi une forme de reconnaissance du préjudice pour la victime, tu vois. Ouais, mais c'est fou du coup qu'on ait appris que la reconnaissance d'un préjudice ou d'une douleur ou d'une violence qu'on a subie passe forcément
par la punition de quelqu'un d'autre. Et c'est là, ça, je trouve que c'est des trucs qui sont vraiment encore à questionner profondément dans notre camp. Ouais, c'est hyper ancré culturellement aussi. Et c'est vraiment, d'ailleurs, ça serait grave intéressant de savoir s'il y a d'autres cultures dans lesquelles il y a des justices qui fonctionnent hyper différemment des nôtres, tu vois, et si ça a déjà été mis en place. Je sais pas si elle en parle. Je crois qu'il y a des contextes spécifiques là dans l'article sur lequel je me suis appuyé. Il parlait par exemple du Rwanda après le génocide, où genre là, ils n'avaient pas le choix en fait. Enfin, il a fallu appliquer des logiques de justice transformatrice, effectivement. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Parce que genre il y avait trop de gens qui étaient concernés ? Parce que surtout il y avait trop de gens concernés, c'était ultra deep, il fallait absolument mettre en place une dynamique de réconciliation, et ça existait aussi, ils disent, dans des sociétés autochtones d'Amérique du Nord. Ça, du coup, je me suis renseigné sur le truc, donc je pourrais pas dire pourquoi, mais si jamais ça vous intéresse. Et le dernier truc aussi que je voulais dire quand même, c'est que en plus, en termes de non-efficacité, le procès qui permet de reconnaître aussi pour la victime le préjudice, comme on le voit là avec Gisèle Pelicot, c'est aussi à double tranchant parce que ça devient un médium par lequel on met en doute en permanence aussi la parole de la victime. Finalement, c'est des moments de souffrance, c'est aussi des moments de souffrance énormes et tout. Ouais. Et en même temps, on est c'est ces dernières années-là que il y a eu une libération de la parole, comme on dit tout le temps depuis MeToo et tout, et qu'on est encore loin d'être arrivé à une société qui fonctionne. Donc c'est normal que on soit dans un arc, je sais pas comment dire, où il y a encore beaucoup de gens qui prêchent une justice punitive et des condamnations et tout. Et en même temps, je trouve que c'est un des plus gros boulots qu'on a à faire à gauche pour se dire à un moment, il va falloir qu'on mette les mains dans le cambouis et qu'on s'y applique en fait, et qu'on sorte de la théorie, et que là-dessus aussi on essaye de défendre collectivement juste des positions qui pour l'instant sont trop minoritaires, alors que c'est ça les positions efficaces. Mais je pense que c'est parce que aussi ça nous renvoie à notre propre violence, à nos propres réactions face à la violence, qui est un sujet hyper difficile pour justement des gens de gauche, en fait, encore plus difficile que des gens de droite. Et je trouve ça hyper intéressant aussi, cette piste dont j'ai l'impression qu'on parle souvent sur les médias. On en revient toujours un peu à ça, c'est de faire la différence entre qu'est-ce qui est du conflit et qu'est-ce qui est de la violence. Et c'est vrai qu'on est dans une société du consensus, on a toujours besoin que tout le monde soit d'accord, que tout le monde soit calme, etc. Et du coup, on n'apprend pas, en fait, à être en conflit. C'est un truc qu'on ne sait pas gérer. Et du coup, je trouve que c'est des outils qu'on perd, parce que quand il y a la violence, c'est différent, mais quand il y a du conflit, on peut aussi mettre en place des outils pour éviter que ça dégénère en violence, et on ne sait pas le faire. En fait, soit il n'y a pas de conflit, soit il y a de la violence. C'est hyper binaire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si c'est très clair, c'est très clair. Et c'est juste aussi en fait se permettre de penser les choses, y compris de penser les conflits. Et parce qu'en plus, c'est comme ça aussi qu'on donne des billes à nos ennemis politiques, parce que le camp de la gauche, les wokistes, c'est axé d'être des gens qui ostracisent en permanence, qui déboulonnent des statuts, qui tout ça. Alors qu'en fait, là-dessus aussi, on peut faire montre de réflexion largement. Puis même, c'est ça empêche de réfléchir en fait. Le conflit, c'est ce qui nourrit aussi politiquement nos bases, nos arguments. C'est comme ça qu'on s'enrichit, et je trouve que c'est hyper dangereux du coup dans tous les domaines. Là on élargit un peu, mais dans tous les domaines de la politique, je trouve ça hyper flippant, ce truc de pas savoir faire du conflit, quoi. Je suis d'accord, engueulez-vous, engueulons-nous. Voilà, c'est la conclusion de cet épisode. Voilà. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes, un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bon la team, c'est ma première chronique de l'année, et comme une bonne petite grenouille française et gauchiste, on est sur un bon combo, je vais commencer cette saison en disant qu'on râle pas assez à mon goût. Toute l'idée de cette chronique, c'est parti du fait que je me languis un peu trop de grève générale. Et y a pas que moi, parce que la politique avec un grand P, elle est en train de nous attendre sur un ring, et nous on est ultra mou. Vous trouvez pas ? Je sais pas, parce qu'on s'est quand même fait complètement dérobé, genre une élection avec la nomination du gouvernement Barnier en septembre, et vous avez vu un gros mouvement social, vous ? Parce que pas moi, et pourtant on est connu pour ça, genre on est connu comme le pays de la grève. On râle, on manifeste, on s'insurge. Historiquement, on est le pays de la contestation sociale. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur ça, y compris les tontons réac, alors que nous mettre d'accord, c'est pas, vous en conviendrez, une mince affaire. Et quand j'ai vu que les syndicats avaient appelé à une big journée de manif le 1er octobre, j'ai attendu, et je suis au regret de vous annoncer qu'on n'est clairement pas à la hauteur de notre répute. Et moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. La contestation sociale, en général, elle s'articule principalement autour de nos conditions de travail. Parce que notre temps dans la société, on le consacre à 80% à notre travail. Et sur ça, je vous conseille d'aller checker les chroniques de Jonas sur Motus, qui ont étudié pas mal d'aspects de ce vaste sujet du travail. Tous ces mots-là, travail, contestation sociale, grève, historiquement, ils sont associés à un truc, les syndicats. Alors c'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que je me dis que pour une petite gauchiste adepte de la grève générale et qui attend le jour béni où elle ne sera plus que des mots, je suis pas hyper renseignée sur ces fameux syndicats en fait. Et en vrai, faites pas les mythos, je sais très bien que pour nous,
genre les gens qui ont mon âge à moi, les syndicats, tout d'un coup, ça baisse vachement le sexe à pile de toutes ces histoires de manifs. Les syndicats, qu'on se le dise, ça a quand même cette odeur un peu rance de slogans pourraves, de concessions institutionnalisées, de dialogue social qui dialogue pas trop, de vieux, beaucoup de vieux. Et ça encore, c'est si ça nous évoque quelque chose. De nos jours, les syndicats, si on est une personne lambda, on a peu de chances de les voir, à part à la télé. Et pour cause, aujourd'hui, seuls 10% des salariés environ font partie d'un syndicat en France, à comparer à la moyenne européenne de 23% de syndiqués parmi les salariés en 2016. La Finlande étant, petite side note, le pays le plus syndiqué d'Europe avec 73% d'adhérents au syndicat. Pourtant, nos traditions sociales, notre folklore et nos casquettes CGT à Stras, elles viennent en large partie du fait que pendant très longtemps, nos syndicats ont été une large puissance populaire made in France. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'avant, les syndicats, ils faisaient de la politique. Ils assumaient d'avoir des idées différentes, d'être dans un rapport de force où le but était de faire avancer ces idées et pas juste que tout le monde soit d'accord alors qu'on sait tous que nos intérêts sont divergents. En fait, en me renseignant sur l'histoire des syndicats, je me suis rendu compte qu'elle nous disait beaucoup de ce que cette obsession pour le calme et le fait d'être tous d'accord alors que c'est impossible nous a fait perdre. Je vais pas dire que c'était mieux avant, mais c'était un petit peu mieux avant quand même. Alors après les appels à la grève générale du 1er octobre que plus personne n'écoute tant il semble vain, ou les revendications fourre-tout appelées tour à tour à se mobiliser pour les services publics, la hausse des salaires, ce qui se passe au Liban et une revanche sur la réforme des retraites de 2023, je me pose donc la question, les syndicats, en fait c'est quoi leur problème ? Pour ça j'ai dû revenir un peu en arrière dans l'histoire. Les syndicats ouvriers, ils ont été créés en 1884 pour représenter les salariés face aux patrons. Depuis 1946, il y a 5 principaux syndicats en France et avec les organisations patronales, ils co-gèrent des grandes instances sociales comme l'UNEDIC ou la Sécu. Mais à l'époque où ils ont été créés, les syndicats, c'était aussi des lieux dans lesquels on pouvait se retrouver. C'est-à-dire qu'on investissait au nom d'un syndicat la bourse du travail, qui était un endroit qui était présent un peu partout dans les villes, et elles existent encore aujourd'hui, où c'était un endroit qui était tenu par des ouvriers animés par pas mal de militants anarchistes, et on y faisait de l'éducation populaire, on allait discuter, se plaindre de nos patrons, se retrouver, se rencontrer, tisser des liens. Enfin bref, les syndicats, à l'époque, ils faisaient vraiment partie du quotidien des gens. Au-delà de ça, les syndicats, on a dû vraiment lutter pour qu'ils fassent partie de notre quotidien. C'est vraiment une histoire de lutte sociale, cette histoire, pas de négociation, pas de paix retrouvée en s'asseyant à la table du dialogue, parce que déjà, il a fallu se battre pour les faire exister. En fait, il faut remonter assez loin, puisque c'est la loi Le Chapelier de 1792 qui déclenche un peu notre histoire, parce qu'elle interdit tout rassemblement après la Révolution. Le but, c'est d'empêcher la reformation d'anciennes corporations de l'Ancien Régime, qui étaient perçues comme des obstacles à la liberté économique. Il faut attendre la loi Waldeck-Rousseau de 1884 pour légaliser les syndicats. Ça veut dire que c'est hyper long, ça fait genre 100 ans qu'on attendait de pouvoir se réunir et de défendre des intérêts qui, pendant toute la période de la révolution industrielle, ont été balayés. Donc la révolution, c'est cool, mais c'est aussi la révolution du libéralisme, des bourgeois et des patrons. Et les syndicats, on voit dès ce moment-là que dans le monde moderne, ils ralentissent, ils entravent, et justement, ils perturbent ce calme social qu'on aime tant. Enfin, surtout ceux qui en bénéficient. La CGT, la Confédération Générale du Travail, le plus ancien des syndicats, est créé en 1895 après de grosses grèves dans le pays qui justifient le besoin de se réunir et de construire des revendications communes. Et le slogan à l'époque, c'est bien-être et liberté. Donc on voit que ça concerne plein d'aspects de la vie et pas 2 lignes administratives dans un contrat de travail ou un amendement d'un projet de loi isolé du reste. La CGT, à sa création, elle est principalement dominée par des syndicalistes révolutionnaires qui prônent l'action directe, la grève générale et la politisation des sujets. C'est l'époque où la gauche se déchire, blink blink, entre réformistes et révolutionnaires, et devinez quoi, ça crée des discussions vachement plus intéressantes que quand on est tous d'accord pour rester calme. Et l'histoire des syndicats, c'est pour ça qu'on en a autant en France d'ailleurs, elle est toujours marquée tout du long par ces conflits entre différentes stratégies politiques, ce qui rend le fait de rentrer en conflit, de lutter, de chercher un rapport de force quasi obligatoire. Et en général, ceux qui sont plus team, on discute avec les patrons et on accepte des miettes au nom de la paix sociale, c'est aussi ceux qui pensent que les syndicats doivent pas se mêler de politique. Sauf que ça n'a pas vraiment de sens, si vous me demandez, de séparer l'organisation et les conditions des 80% de notre vie sans revendiquer une vision politique. Justement, c'est ça la politique, la vie dans la cité au sens large. Sur cette question, on parle souvent de la charte d'Amiens, signée par la CGT en 1906, qui dit bien que les syndicats sont indépendants des partis politiques.
Sauf que ça, c'est souvent interprété dans le sens « ils doivent pas faire de politique ». Mais se dépolitiser, c'est s'enlever sa substance parce qu'on est censé, justement, quand on est un syndicat, être une orga qui, au contraire, repolitise le réel et dire que ce qu'on vit au travail, ça s'intègre dans un rapport de force sociale, global, politique, idéologique. Et puis, les syndicats ont été les principales forces de réponse à la marche fasciste de 1934, par exemple. Ils ont été interdits par Pétain en 1940, et ont dû rentrer en clandestinité, pour beaucoup en résistance, et c'est d'ailleurs à cette époque qu'ils étaient à leur apogée, avec les fameuses occupations d'usines de 1936 qui permettent l'arrivée au pouvoir du Front populaire, et l'après-guerre où ils n'ont jamais eu autant d'adhérents. 5 millions. Bref, si on résume, les syndicats avant c'était de la politique sans peur de rentrer dans l'art, puisque c'est le concept même du débat d'opinion, et aujourd'hui c'est bien cette culture de la lutte qui s'est effritée en même temps que leur nombre d'adhérents. C'est la fin. Ça y est, c'est la fin. J'étais trop d'énergie. C'est quand même cool d'avoir une petite remise en contexte, mais du coup, maintenant, ça me fait me demander c'est quoi le problème aujourd'hui. Enfin, c'est pourquoi, du coup, on a perdu tout ça. Pourquoi les syndicats, ils savent plus rentrer dans l'art, ils savent plus faire de la politique et ils servent plus à, on va dire, du tout à grand chose, mais quand même à faire des casquettes à strass. Ouais, non, mais ça c'est déjà iconique. C'est déjà super. Enfin. Ouais, mais justement, en fait, en construisant la chronique, je me suis rendu compte qu'elle était hyper longue si je voulais à la fois revenir sur l'historique, ce qui est, je pense, hyper important, et à la fois, du coup, dire ce qui en découle pour notre époque contemporaine. Du coup, tu t'es dit, plutôt que de laisser la parole à Marius pour avoir une discussion, je vais juste continuer ma chronique après dans le débrief pour pouvoir dire plus de choses, c'est ça? Tout à fait. Ouais, donc, je t'écoute religieusement. Non, mais en fait, pour moi, il y a un truc dont je voulais parler, que j'avais trouvé grave intéressant. Je suis passée vite dans la chronique, mais sur cette histoire des bourses du travail, qui étaient en fait des lieux qu'on pouvait investir dans la ville. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que quand j'ai regardé des vidéos sur les syndicats et les rapports des gens aux syndicats, il y avait beaucoup de gens qui disaient en fait on les connaît pas, on sait pas qui c'est, on sait pas si c'est des gens qui sont comme nous ou juste une espèce d'énorme machine qui confisque notre pouvoir et qui s'institutionnalise et justement qui coupe un peu les liens avec la base. Et je pense qu'il y a un gros lien à faire avec notre manière de vivre. Et notamment, par exemple, le fait qu'on soit de plus en plus isolé, y compris dans le travail, c'est-à-dire avec l'ubérisation, il y a de plus en plus d'emplois, mais en fait, c'est de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Oui, c'est ça, voilà. C'est juste, ça fait baisser les chiffres du chômage parce qu'il y a des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, mais voilà. Finalement... mais du coup, en fait, pour moi, on vit dans une société où on a considéré que le lien était superflu, que du coup on a très peu d'endroits pour se rassembler, pour se parler et je pense que ça contribue au fait qu'on a perdu aussi cette culture de la lutte commune et notamment du fait qu'on n'a plus trop vu l'intérêt d'avoir des endroits où on pouvait se retrouver comme ça pour parler, etc., qui soient en dehors de l'entreprise. Genre c'est pas ton patron qui crée ton espace ping-pong pour que tu puisses discuter et pour moi du coup ça a vraiment un lien avec le fait de vivre en société, en communauté, de rencontrer ses voisins, de parler. Ça, en fait, le fait qu'on sache plus faire ça, c'est un truc qui bénéficie au statu quo, au patron. Et je pense que les syndicats sont victimes de ça. Voilà, maintenant j'ai fini, mais ça y bénéficie, mais je trouve gentil en disant c'est parce qu'on considère que le lien est superflu alors qu'en réalité, c'est aussi genre une fragmentation du marché du travail qui est assez conscientisée par les gens qui la mettent en place. Le grand système. Oui, mais du coup, c'est comme si faut pas que je fasse ça, on dirait un un truc complotiste. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est très complotiste, c'est super. Mais je veux dire, c'est comme si nous... C'est horrible de faire ça. Non, mais je veux dire, on l'est tous. Là, vous savez très bien que vous êtes sur une chaîne complotiste. C'est bien, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si c'était nous qui, parce qu'on ne créait plus de liens et qu'on était un peu recentrés sur nos individus, on n'avait plus envie de se syndiquer et tout. Alors qu'en réalité, c'est aussi des mouvements sociétaux qui ont été anticipés justement par le patronat, par les politiques économiques de Macron, là, mais vraiment à un niveau encore jamais vu en France, et par le néolibéralisme au sens large. Enfin, tu vois, c'est une organisation nouvelle de la société qui, ils savent très bien consciemment aussi que ça empêche aux travailleurs et aux travailleuses de se fédérer, que ça les prive de plein de pouvoir, enfin tu vois.
Petite anecdote sur ce sujet très rapide. C'est juste que j'ai appris en faisant mes recherches que à l'époque, les patrons, ils étaient un peu terrifiés par le fait que ce soit les communistes qui créent les syndicats, qu'ils appelaient les syndicats rouges, et du coup, ils ont créé des syndicats jaunes pour contre-attaquer. Et en gros, les syndicats jaunes étaient constitués exclusivement de lèche-bottes de patrons pour faire contrepoids. Incroyable. Et en fait, c'est ça qui me tue, c'est que vraiment aussi, comment le concept du syndicat, il est repris par les patrons, même dans le truc de organisation patronale, machin. En fait, on crée un truc, un concept pour s'emparer du rapport de force, et il est englué dans le système. Et du coup, les patrons aussi, ils ont leur, et puis machin. Comme s'il n'y avait pas en mode, les patrons ont besoin de lutter dans le rapport de force. C'est devenu beaucoup plus vraiment une force de représentation une force de combat, quoi. Oui, exactement. C'est ça. Et de ouf. Et après, il y a aussi, mais du coup, il y a ce truc pour moi quand même des politiques libérales, économiques du monde depuis des années, qui ont mené aussi quand même à l'empêchement des travailleurs et des travailleuses de se fédérer et tout. Et après, il y a aussi sur les syndicats eux-mêmes le problème de l'institutionnalisation. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu ce que dit Frédéric Lordon sur les institutions, pour le dire très grossièrement, c'est qu'en gros, des institutions, quand elles grossissent, elles ont tendance à s'éloigner de plus en plus des combats qu'elles sont censées mener, des améliorations qu'elles sont censées porter, pour porter leur propre survie. Et du coup, ça fait que là, pour l'exemple des syndicats, les gros qu'on connaît, la CGT, la CFDT, on voit qu'on a l'impression, quand on les écoute avec cette grille de lecture-là, que leur parole, elle est beaucoup plus sur qu'est-ce que la CGT va dire, qu'est-ce que la CFDT va dire, et comment ils restent dans les clous de leur image, dans les clous de leur image, dans leur ligne. Et aussi, ça crée aussi des problèmes à l'intérieur de ces institutions, du coup, qui finissent par lutter plus que pour leur propre survie, et plus du tout pour les tâches pour lesquelles elles ont été créées à la base, parce que aussi à l'intérieur, il y a forcément des conflits de hiérarchie, potentiellement d'envie de se retrouver à des places ou d'autres, et du coup, on se finit par ne plus faire son travail, mais par faire son travail pour le supérieur, pour la personne au-dessus, ou pour être bien vu à l'intérieur de l'institution et tout. Et tout ça pour retomber un peu sur mes pattes de ce que tu disais au tout départ, qu'en fait, on se rend compte que les syndicats, là où ils sont encore efficaces aujourd'hui, c'est dans des endroits très locaux, quand il y a, y compris des bouts de la CGT ou des bouts de la CFDT peut-être, je sais pas, la CFDT. Des bouts Non, je veux dire des sections locales de ces syndicats-là, des sections locales avec des fortes têtes ou des gens qui se fédèrent vraiment, mais parce que c'est presque plus du lien justement entre humains, entre travailleurs qui se fait, et qui du coup passe par le syndicat, mais c'est plus le syndicat qui va créer ce lien, mais c'est des endroits où localement il y a des liens forts qui ont été créés dans des entreprises, où finalement il y a des figures qui émergent et qui prennent vraiment la défense et qui mènent vraiment des luttes, comme en vrai on en a rencontré. Mais même il y a un lien entre ce truc d'institutionnalisation et de genre une institution en fait bosse juste pour se perpétuer elle-même et la dépolitisation. Parce que du coup, tu te recules de la vie globale du pays et en fait, tu te focuses sur ton petit truc. Et il y a aussi, du coup, dans ça, le fait qu'il y a des syndicats aussi qui ont émergé, qui sont vraiment limite des genres de mafia, comme par exemple le syndicat agricole de la FNSEA, où en fait, ça donne des images aussi où, c'est pas pareil, mais le MEDEF, où ça donne aussi des images du syndicalisme. C'est juste qu'un syndicat, maintenant, on sait plus ce que ça veut dire. Oui, voilà, c'est ça. Où en fait, les gens, ils sont perdus, ils sont en mode moi j'ai pas envie de confier en fait mes problèmes à des gens comme ça, tu vois. Et ça plus l'image hyper vieillotte aussi qu'ont les gens des syndicats, parce que justement le moment où les syndicats étaient autre chose que juste des espèces de gros ballons en manif, c'est trop violent de dire ça. Non, c'était il y a longtemps. Donc on a l'impression qu'ils font partie d'un autre temps, parce qu'ils sont plus pertinents maintenant, quoi. Mais oui, de ouf. Voilà, peut-être après... c'est un peu trop. Enfin, après, oui. Non, mais j'ai envie de préciser quand même, parce qu'il y a genre grave des actions syndicales qui sont hyper importantes, et du travail syndical qui est hyper important. Mais là, on parle vraiment des institutions que sont devenues les syndicats. On est aussi là pour adresser les problèmes. Je veux dire, oui, on a dit des trucs très bien. Non, mais c'est vrai. Mais parce que tu vois, je trouve un autre truc aussi. On est dans une sauce, mon gars. Non, mais qui va nous censurer? Non, mais parce que tu parlais aussi de la dépolitisation des syndicats, et c'est vrai qu'il y a aussi ce lien avec les partis politiques qui se fait pas du tout, enfin, ils sont dans le refus de ça, et je sais pas si ça a pu exister à des époques, mais je pense que ça tient aussi à la diabolisation globale de la gauche un peu radicale,
est encore radical sur le spectre politique actuel, Non, tu et vois. puis même, il y a une grosse incompréhension autour du fait d'être non partisan et d'être apolitique. Oui. Ce qui n'est pas pareil. Oui, bien sûr. Les syndicats, par essence, Mais du sont coup, c'est politiques et ça. du coup, ils sont en mode il faut pas qu'on dise rien de politique, sinon on va être affilié à tel ou tel parti. Absolument, Mais et c'est surtout, complètement en plus, abusé de penser l'affiliation, comme ça prend du temps. C'est un truc sur le long terme, sur de compagnonnage et tout. Et là, on voit que dès qu'il y a un mouvement social qui est lancé par des partis politiques, les syndicats refusent de s'y joindre la plupart du temps parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont s'y retrouver affiliés, et réciproquement parfois. Et du coup, c'est toujours le même problème, c'est qu'on n'est plus sûr de l'efficacité de combat politique, mais on est sur des logiques d'institution. Je ne veux pas être lié à telle chose. Et du coup, vraiment, on a perdu. Ouais. Oui, mais en vrai, ça part d'un bon truc, tu vois, d'être indépendant des partis bien sûr, politiques. l'indépendance. Mais c'est juste que du coup, ça ne veut plus rien dire. Mais du coup, maintenant, c'est l'indépendance. Ça n'a plus aucun sens. Trop d'indépendance, tu l'indépendance, frère. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant quand même pour finir sur une bonne note, c'est justement ce que tu disais sur localiser les problèmes, tisser des liens entre plusieurs acteurs des problèmes. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les liens récents qui ont été créés entre des syndicats et d'autres acteurs des luttes sociales. Par exemple, comme les syndicalistes de la raffinerie de Grand Puy de Total, qui ont fait une alliance avec les écolos. Et en fait, des acteurs où tu te dis de base, c'est bizarre, genre leurs intérêts convergent pas. Mais en fait, sur cette question précise, bien sûr que si. Et c'est parce qu'ils se connaissent, c'est parce qu'ils se sont rencontrés, c'est parce qu'ils ont eu l'occasion de parler de problèmes concrets que en fait ça s'est fait. Et ça, je trouve que du coup, c'est hyper important de rencontrer les gens autour de soi, les gens qui participent à notre vie de manière large. Voilà, c'est vraiment très bateau, mais... Non, mais carrément. Le constat, c'est de critiquer encore une fois les institutions au global et leur fonctionnement, mais presque. C'est vrai que j'imagine des syndicalistes écouter ce truc et c'est horrible. Et qu'en vrai de vrai, il y a énormément de gens qui sincèrement font un travail incroyable à plein d'échelles et tout. Mais oui, et puis même, c'est des dynamiques collectives qui dépassent les seules actions des gens. Ça. Et c'est plus ça, c'est juste que le constat, c'est que ça a énormément perdu en force ces dernières années. Pourquoi ? Pour plein de raisons qu'on a essayé un peu d'évoquer là. Après, il y a aussi la question de genre, est-ce qu'on a vraiment tant besoin que ça de relancer une dynamique syndicale ? Le truc, c'est... Ou est-ce que ça peut passer par d'autres moyens de lutte ? Parce que moi, je me pose aussi la question en tant que jeune qui a grandi dans un monde militant où les syndicats étaient très absents. En fait, j'ai construit ma vie militante autrement et j'ai l'impression que le mouvement social, on l'a quand même organisé. Oui, mais j'ai l'impression que la question, c'est aussi qui prend soin des travailleurs sur leur lieu de travail. Et moi, pour avoir eu des potes qui ont bossé dans des usines qui font les métros du Grand Paris où t'as 3 morts par an sans que personne ne sache jamais, bien sûr. parce qu'ils travaillent dans des conditions de merde, t'es en mode attends, comment on fait Et donc là, je sais pas, du coup, on peut pas finir en disant syndiquez-vous, mais en même temps, ne vous syndiquez pas non plus. On est syndiqués. Nous, on est syndiqués, mais c'est de la triche, c'est pas la même chose. C'est pas le même genre de syndicat, c'est pas les syndicats qui vont prendre la défense. Mais en tout cas, oui, mais par exemple, nous, on est au syndicat de la presse indépendante en ligne, d'information en ligne, le SPIL. Et nous, ce qui nous a vachement intéressé aussi dans ce syndicat, c'est le fait de pouvoir rencontrer aussi d'autres gens, d'autres médias indés et tout. Et donc, ça revient à ce truc de, en fait, permettre les rencontres parce qu'elles se font pas tout seules. Donc, en fait, plus on a des lieux, plus on a des prétextes, plus on a des orgas qui nous font nous rencontrer, mieux c'est, je pense. C'est vrai. Et le SPIL, pour finir sur une note un peu positive, même si c'est très concret et très précis sur un truc, ce qui est bien, c'est que c'est un syndicat qui est assez jeune quand même, et que du coup, on voit qu'il est porté aussi par des dynamiques. Non, mais parce qu'il s'intéresse au truc de la presse en ligne. Et en fait, c'est juste pour donner un exemple concret de l'intérêt que peut avoir un syndicat. C'est que il y a ce truc de rencontrer des gens, mais aussi, eux, c'est des gens qui connaissent la législation autour des médias indépendants en ligne, et du coup, qui sont de très bons conseils pour nous, pour ce qu'on fait, qui nous accompagnent. On peut avoir des dialogues avec eux sur tout ce qui nous questionne et tout. Et en fait, c'est ça le rôle d'un syndicat, dans une certaine mesure. Bref. Allez. Voilà quoi, bisous. Bisous les amis. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre votre syndicat préféré en commentaire. Voilà, c'est ça. Putain, la professionnelle de YouTube en 2 épisodes, quoi. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Et pour ce 3e épisode de l'année, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur politiquement. Ah, tu vas enfin parler d'un truc qui te concerne directement. Attends, j'avais pas vu que j'avais une autre réponse. C'est pas grave. On assume bon, non, tout. mais vas-y, tant que tu parles pas de l'autre bout du monde. Ok. Cette semaine, on parle de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Parce que même si c'est pas tout près, ça nous concerne tous et toutes sûrement plus directement qu'on pourrait le croire.
L'antiracisme et la lutte contre le colonialisme sont plus que jamais des sujets centraux à gauche, ne serait-ce que par le génocide en cours en Palestine et la manière dont il structure les clivages politiques chez nous. Ce qui est dur avec la Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est que contrairement à beaucoup d'autres sujets dont on parle ici, on manque de base commune pour le débat. Je vous parlais la dernière fois de l'affaire Pellico. C'est pas si compliqué de le faire parce que les pensées féministes sur lesquelles je m'appuyais sont quasi de notoriété publique dans notre société française. En tout cas, tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Pour parler de la situation coloniale en Kanaki, au contraire, on manque de faits sur lesquels baser la discussion. On manque de faits justement parce que nous sommes dans une situation coloniale forte et que le débat est extrêmement biaisé par tout ce qu'on peut entendre si on ne fait pas l'effort de se renseigner via des sources alternatives. Ce qu'on sait, c'est qu'en gros, les indépendantistes kanaks ne sont pas contents car le gouvernement Macron a tenté de faire passer une loi pour dégeler le corps électoral, c'est-à-dire autoriser plus d'habitants arrivés sur l'archipel récemment à prendre part aux décisions. Ils seraient pas un peu racistes, ces indépendantistes ? En fait, pour comprendre leur colère, il faut commencer par dire que ce fameux corps électoral gelé vient du processus de décolonisation de l'archipel engagé dans les années 80. Et c'est là que pour continuer à discuter, il faut faire un petit rappel de ce qu'est la colonisation de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Les premiers habitants de l'archipel étaient des agriculteurs. Quand les Français arrivent au 19e siècle, l'île les intéresse car c'est la plus grosse réserve de nickel au monde et que la position du territoire est très stratégique pour nous, dans l'océan Pacifique. On commence donc par des politiques génocidaires, petite situation du commandant Testard, qui a encore aujourd'hui une rue à son nom à Nouméa, la capitale, représentant de la France en 1856 et qui dit, je cite, « Il faut commencer par détruire cette population si on veut vivre en sécurité dans le pays. » On met donc les Kanaks dans des réserves avec les terres les moins cultivables. En quelques années, leur population est divisée par 2. En 1887, les Kanaks sont soumis par la loi française à 15 jours de travail obligatoire par an, ainsi qu'à un impôt que seuls eux doivent payer et pas les colons. Un millier de Kanaks sont ensuite mobilisés pour la Première Guerre mondiale et ceux qui résistent sont massacrés, autour de 300 morts à l'époque. En 1930, 130 Kanaks sont exposés dans des zoos humains. Bref, vous voyez le tableau. C'est à partir des années 70 qu'on décide d'accélérer la colonisation de peuplement, c'est-à-dire prendre le pouvoir par le nombre, le vrai grand remplacement quoi. On implante des fonctionnaires, on envoie entre 15 et 20 000 migrants, et le Premier ministre de l'époque assume cette politique afin de créer, je cite, un pays francophone supplémentaire. Bon, je vous passe ici de nombreux détails, mais si ça vous intéresse, je vous recommande les vidéos de Parole d'honneur ou d'Histoire crépue sur le sujet qui sont mes principales sources. Au terme de luttes importantes à la fin des années 80-90, on aboutit aux accords de Nouméa, qui instaurent un gouvernement indépendant en Kanaki Nouvelle-Calédonie, mais la France garde encore la main sur toutes les questions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, les relations extérieures, la migration, la monnaie, la justice. La situation actuelle porte encore un héritage colonial lourd, notamment car les Caldoches, descendants des colons, et qui ont donc la citoyenneté, ont le plus gros pouvoir économique, qui sont souvent les propriétaires, les employeurs, etc., de par leur héritage. Et aussi parce que ce qu'on appelle le pacte colonial y est encore très prégnant. Le pacte colonial, c'est on importe des produits transformés issus des accords commerciaux de la France, donc la vie coûte plus cher là-bas à cause du voyage que font les aliments par exemple, alors qu'un pays indépendant, si la Kanaki était indépendante, il pourrait commercer avec des partenaires plus proches. Et on exporte par contre le nickel brut, empêchant le territoire de développer une économie de création de richesse. Du moins jusque récemment pour ce dernier point, puisque lors du début de la décolonisation en 88, les indépendantistes ont réussi à inscrire dans le code minier du Congrès calédonien une politique de développement local de la transformation du nickel. Mais devinez quoi ? En s'appuyant sur les mauvais chiffres des années 2019-2020, en pleine pandémie de Covid, le gouvernement Macron plaide à présent pour un retour en arrière et une nouvelle exportation du nickel brut. Et qui a la main sur cette décision ? Le Congrès. Le Congrès élu par ceux qui ont le droit de vote. Vous commencez à comprendre le problème ? Bien sûr, cette histoire de nickel n'est qu'un exemple des nombreuses tentatives de reprise en main du territoire par la métropole. En fait, la France tient absolument à garder le contrôle sur la Kanaki Nouvelle-Calédonie car c'est un territoire stratégique à plein d'égards. On en parle dans 2 secondes avec Charlotte, mais avant je vous précise pourquoi depuis le début de la chronique je dis Kanaki Nouvelle-Calédonie. L'idée de décolonisation portée par les indépendantistes n'est pas de virer tous les immigrés pour se réapproprier leur pays. Les natifs de ce territoire ont toujours eu des traditions d'accueil des étrangers, voilà pourquoi ils plaident pour une indépendance oui, mais en harmonie avec les habitants actuels de l'archipel, qu'ils soient colons, autres migrants ou métropolitains arrivés plus récemment. Ce contre quoi ils luttent, c'est l'appropriation totale de leur territoire par une puissance occidentale. C'est pour ça qu'ils ont choisi de conserver le nom français de Nouvelle-Calédonie, précédé du nom traditionnel de l'île, Kanaki. Voilà. Mais avant, on commence le débrief du coup ? Ouais.
Je voudrais juste du coup dire, parce qu'il y a un truc que je me suis rendu compte en lisant ma chronique, c'est que je dis le vote et tout, le congrès, et comme si du coup tous les métropolitains qui arriveraient potentiellement là en Kanaki se mettraient à voter des trucs coloniaux pour réexporter le nickel brut. C'est pas forcément le cas du tout, bien sûr, il faut pas généraliser les communautés les unes les autres, mais le truc qui est vraiment important à dire, c'est que là on est dans une situation de crise profonde sur l'archipel, et que du coup de fait, les gens ont tendance à se rapprocher des organisations qui leur ressemblent, donc les blancs, les indépendantistes des natifs d'origine, etc., etc. Et aussi parce que ce que je dis sur les indépendantistes et leur discours d'accueil et d'acceptation des colons, des héritages, des héritiers des colons, qu'ils appellent d'ailleurs les victimes de l'histoire, comme si genre, ils sont colons malgré eux, quoi. Et ben ça, c'est des discours politiques qui sont portés par des gens qui les pensent, etc., qui structurent beaucoup ça. Mais là, on est dans une situation où il y a eu énormément de violence, y compris de la police sur tous les indépendantistes, quels qu'ils soient. Et du coup, ça fait qu'il y a aussi énormément de révoltes qui peuvent aussi être prises violemment par les métropolitains sur place. Il y a des jeunes qui cassent des choses et ça fait peur à tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas forcément... part à des décisions politiques coloniales, quoi. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que ça monte en fait les communautés, ça monte les communautés les unes contre les autres parce qu'on est dans un degré de violence assez haut, quoi. Mais je pense en plus comme dans tous les moments de tension, il y a un truc aussi où c'est dans les récits c'est vachement binaire et du coup tu peux aussi avoir tendance à devoir t'affilier à genre soit la puissance coloniale, soit les colonisés indépendantistes. Et en fait, du coup, je pense que ça nous empêche parfois de voir la situation plus nuancée, surtout que, comme tu le disais dans ta chronique, c'est une situation qu'on ne connaît absolument pas, pour le coup, vraiment pas du tout en métropole française. Et je pense que, du coup, ça a tendance aussi à être plus facile de résumer les enjeux par des groupes très structurés, très fixes entre colons et colonisés, quoi. Est-ce que tu as suivi un peu genre, l'évolution de la situation et tout, parce que du coup là tu nous as fait un historique un peu plus détaillé et tout qui était much needed comme on dit. Wow. mais ouais, genre c'est quoi les bails, qu'est-ce qui se passe en ce moment là-bas. Carrément. Du coup, ce qui s'est passé quand même, donc, c'est qu'après ce truc de dégel du corps électoral, ça a déclenché des révoltes et des émeutes dont on a pas mal entendu parler. Aujourd'hui, on est à 13 morts, pour le dire, dans l'actualité depuis le début. Il y a donc un descendant de colon, un caldoche, qui est mort. 2 policiers, dont un qui a été tué par des tirs ennemis, et 11 personnes qui faisaient partie du mouvement indépendantiste. Des tirs ennemis Des tirs amis, pardon. C'est-à-dire des flics qui essayaient de tirer sur des manifestants et qui se sont tirés dessus sans faire exprès. Sinon, ce qui a beaucoup été au cœur de l'actualité, c'est justement des milices qui ont été formées beaucoup par des caldoches et descendants de caldoches. C'est-à-dire des milices citoyennes faites par des habitants blancs de l'île qui prenaient les armes pour contrôler, empêcher les émeutes et tout, et plutôt accompagnés par la police, sinon en tout cas à minima pas réprimés par la police. Alors que des violences sur les manifestants indépendantistes kanak, celles-là elles ont été extrêmement présentes par la police. Enfin, je veux dire, ça a beaucoup existé, quoi. Mais est-ce que au niveau politique, genre cette histoire de dégel du corps électoral, ça c'est acté, ça va se faire ou... Et non, en fait, au niveau politique, là pour l'instant, ils avaient des élections provinciales qui devaient arriver en Nouvelle-Calédonie, qu'ils ont reportées à l'unanimité. Et en gros, ils veulent justement, ils les reportent parce qu'avant qu'elles aient lieu, ils veulent trouver un accord sur la question du dégel du corps électoral. Et donc en novembre, il y a Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher qui vont aussi aller là-bas. Mais avec, donc on les aime pas trop, mais en vrai c'est quand même une preuve de volonté de dialogue parce qu'ils y vont pour discuter. Alors après on sait pas ce qu'ils vont dire, mais ils sont plus en mode nous sommes la métropole française, en fait on va décider ce qui va se passer, alors que c'est vraiment comme ça que c'était arrivé le projet de dégel du corps électoral, parce que ça prend place quand même dans tout un truc il devait y avoir plusieurs référendums pour voter ou non l'indépendance de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, et en fait en gros, pour résumer l'histoire, vous pourrez aller voir, mais le dernier n'a pas eu lieu parce que c'était pendant le Covid et qu'ils ont des traditions, les Kanaks, de rapport aux morts et tout, qui les empêchaient, et en plus c'était compliqué de se mobiliser aussi pendant le Covid, tu vois, mais du coup ils ne voulaient pas aller voter à celle-là. Macron a quand même dit si on le fait, du coup il y a eu plus de 90% d'abstention chez les Kanaks, et du coup finalement l'indépendance, ils ont voté contre, mais en fait ils n'ont pas voté. Et voilà. Ok, je trouve que c'est grave important d'avoir ça en tête, parce que c'est comme dans tout, mais quand on n'a pas l'historique, en fait c'est vraiment,
Enfin, je me rappelle des premières discussions qu'on avait eues avec Mar sur ce sujet, où en fait... Attends, juste avant que tu lances là-dessus, je peux dire juste des derniers trucs d'actu. Quand même, les autres actualités, c'est que le Congrès calédonien, donc ils ont décidé ensemble... Ça a vraiment fait interruption spéciale. Mais c'est juste le Congrès calédonien, ils ont décidé ensemble, à l'unanimité quasiment, de reporter les élections provinciales, alors que justement, dedans, il y a des caldoches et des indépendantistes. Donc ça prouve quand même qu'il y a une volonté de dialoguer et d'apaiser un peu les choses. Et le dernier truc, c'est que Christiantin, qui est un des leaders des indépendantistes, qui a été déporté en France métropolitaine, qui s'est fait arrêter là-bas et qui a été emprisonné ici, il a gagné en cour de cassation. Et la cour de cassation, là, très récemment, a désavoué son transfert en métropole. Donc pour l'instant, c'est pas encore prévu qu'il revienne là-bas parce que je crois qu'il y a d'autres investigations en cours et qui ont lieu. Mais du coup, ça, en vrai, c'est pas si mal non plus pour peut-être apaiser reconnaissance éventuellement. Du fait que c'est vraiment en fait, c'est la cour de cassation qui a reconnu. Donc ça a complètement désavoué la justice et le procureur de la Nouvelle-Calédonie. Donc, mais c'est une petite victoire pour les abusé. indépendantistes. Enfin, une petite. Non, en vrai, c'était hardcore ce truc-là. Voilà. Oui, et puis c'est aussi symbolique. Oui. Genre, c'est détenir un chef d'un mouvement indépendantiste sur le territoire qui est à l'autre bout du monde et qui est le territoire qui est à l'origine de cette colonisation. C'est genre hyper violent symboliquement et matériellement aussi. Enfin, je crois qu'on avait entendu parler du fait que il avait des enfants, etc. Et que, c'est chaud de ouf. Du coup, c'est bon, je peux. Oui, tu peux y aller. Non, en fait, je voulais un peu revenir sur le fait qu'on a vraiment très peu de connaissances de ça et dire aussi que c'est hyper important de se renseigner sur ça et justement via les chaînes notamment que tu as mentionnées, les médias que tu as mentionnés, Parole d'honneur par exemple. Mais cela dit, je pense qu'il faut aussi qu'on soit solidaire dans le fait qu'on ne peut pas savoir tout sur tout. Et du coup, c'est grave important d'en discuter même avec vos potes ou quoi. Parce que nous, du coup, avec Marius, on avait eu cette discussion où moi, j'étais un peu en mode je comprends pas trop les arguments. Genre, je sens qu'il y a une couille dans le pâté. Mais c'était le moment où justement, en fait, les médias mainstream et tout transmettaient vachement cette info de... En fait... moi, ce que j'en comprenais, sans avoir les détails, c'était les indépendantistes veulent qu'il y ait que eux qui puissent voter, et c'est tout. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais comment on peut justifier ça ? Enfin, je comprends le contexte colonial et tout, mais j'étais en mode, mais comment on peut justifier ça ? C'est-à-dire qu'on on discrimine genre la population qui va voter par rapport à sa date d'arrivée sur le territoire. Et évidemment, ça prenait pas en compte toute l'histoire coloniale et tout, qui est hyper spécifique, mais... Je trouve que du coup, la méconnaissance historique, et en plus on dit historique, mais en vrai c'est archi récent. Enfin, c'est quand même vraiment... les os humains, c'est il y a moins de 100 ans en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est pas genre en mode oui, à l'époque, je sais pas, quand on est en mode oui, on va pas se flageller sur les trucs, etc., qui ont eu lieu il y a hyper longtemps, mais là c'est l'histoire récente. En fait, c'est abusé qu'on connaisse pas. Je sais plus où j'allais avec cette phrase, dans mais... les mouvements qui ont mené au processus de décolonisation, il y a eu des massacres, il y a eu ce fameux truc de la grotte d'Ouvéa sur lequel vous pouvez vous renseigner aussi, mais qui est assez connu, c'était sous Mitterrand et tout. Et je précise aussi que la Nouvelle-Calédonie-Kanaké est sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU, au même titre que la Palestine par exemple. Donc en fait, on est vraiment dans un processus qui n'est pas du tout abouti. Ouais, c'est archi chaud. Ouais. Mais du coup... ça fait qu'on en a que le fait de mal connaître ce qui était les enjeux historiques et tout ce qui s'est passé avant fait qu'on a une lecture abominable de ce qui se passe maintenant, même alors que moi, petite meuf gauchiste, etc., qui est quand même un minimum renseignée sur la colonisation et tout, genre j'ai eu ce bug là, tu vois, bien sûr. Et ça, je trouve ça aberrant, quoi. Mais en fait aussi, ce qui est vraiment dur, c'est que il y a pas mal de gens aussi qui connaissent des gens, des métropolitains qui sont allés en Nouvelle-Calédonie récemment, et souvent en fait ce type de profil, donc blanc mais qui viennent de métropole, c'est des gens qui sont plutôt ouverts, qui ont plutôt envie justement d'aller aussi dans une autre culture et tout, machin. Ouais. Et en fait, eux, ils souffrent énormément de ça, mais parce que mécaniquement, ils peuvent potentiellement faire partie d'un processus de colonisation de peuplement. Et donc, en fait, avec toutes les racines que ça a, c'est extrêmement violent pour les habitants sur place. Et en même temps, eux, personnellement, on peut pas les criminaliser. Ils font partie d'un truc institutionnel, étatique, d'un processus global et tout. Enfin, si, peut-être que maintenant, on peut commencer à avoir des réflexions sur, en vrai, est-ce que je vais aller là-bas ?
ou enfin non Oui, peut-être oui, pas oui, tu vois. ça. Mais sauf que c'est aussi Et on pour est ça, tellement il faut avoir connaissance voilà, aussi, faut avoir connaissance de tout ça. du contexte Et c'est vraiment historique. pas le cas. Et genre quand on te propose un poste, que t'es un endroit qui te plaît pas et tout, et qu'on te propose d'emmener toute ta famille là-bas en tant qu'expat, bah il y a beaucoup de gens. Enfin je veux dire c'est une toutes situation les ultra contradictions privilégiée. de Mais je veux dire c'est pas des gens qui y vont colonisation, pour quoi. coloniser. En fait c'est ça surtout. Oui, Et que oui, du voilà, coup c'est des mais gens et c'est du coup ça. on se retrouve pris dans des cycles de violence où aussi forcément enfin. Mais tu vois, ce truc aussi de paradoxe entre l'envie d'ouverture, de découvrir des cultures et tout, et la colonisation. Enfin, c'est un truc qui revient tout le temps, Bien comme dans les sûr. trucs d'appropriation culturelle et Oui, tout. oui, bien sûr. C'est genre vraiment un des plus grands paradoxes de la colonisation. C'est que la plupart, enfin non, pas la plupart du temps, mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont un logiciel colonial, mais qui sont dans une intention de bien faire. Et c'est ça qui est Ouais. terrible, c'est ça qui est horrible. Oui, carrément, c'est ça aussi, c'est que le logiciel colonial, nous, en fait, on a grandi On baigne dedans. dedans, Oui, bien vraiment. Et juste le fait qu'on connaisse pas cette histoire prouve qu'on est encore complètement dedans. Ouais. Sinon, on connaîtrait. Oui. Et il y a énormément de doses sur lesquelles aussi le gouvernement cherche à revenir. Enfin voilà, mais vous pourrez, du coup, si ça vous intéresse. Comment ça, je cherche à revenir? Non, mais dans ces trucs de dégel du corps électoral, d'exportation du nickel et tout, en fait, parce qu'on a vraiment un intérêt énorme à être dans le Pacifique. On a laissé se décoloniser quelques trucs et là, on est en train de faire le mouvement inverse. Mais aussi parce qu'en fait, vraiment, c'est une archipel clé pour notre soft power. Je crois qu'on dit un archipel. Un archipel. Désolé. Ouais, c'est un archipel clé. T'as vu, on est vraiment chez les profs ici. C'est horrible. C'est un archipel clé parce que ça nous donne une immense zone aussi océanographique sur laquelle on maritime. Maritime, ouais. Vas-y, c'est toi qui as fait Sciences Po, explique là. Oh non, c'est horrible de dire ça. Vraiment, c'est le pire argument. Non, c'est bon, je parle. Enfin bref, il y a énormément de raisons pour lesquelles ce territoire est clé, y compris notre influence dans le Pacifique, et qui en plus, c'est une zone maritime très étendue parce que c'est un peu un bout de terre perdu au milieu de nulle part. Et en fait, la France veut absolument garder la main là-dessus. Et c'est bien ça qui est compliqué. C'est que en fait, il faut absolument mener une décolonisation pour avoir un territoire un peu tranquille. Et que nous on a très envie de garder notre influence et notre pouvoir là-bas le plus possible pour pouvoir être décisionnaire de ce qui s'y passe et donc en bénéficier. Tout à fait. C'est donc la colonisation quoi. Eh bien finalement c'est le mot de la fin. Voilà. Bref, la colonisation quoi. Quote Marius Hull, octobre 2024. Ouais. Et c'est la fin de cet épisode. C'est la fin de cet épisode. Et bien sûr, on s'est rendu compte lors du montage de cet épisode qu'on n'avait pas fait d'outro pour l'épisode intégral. Du coup, me voilà dans des conditions au moins aussi professionnelles que celles du tournage, n'est-ce pas, pour vous dire qu'on espère que ça vous a plu, que si c'est le cas, vous pouvez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bien sûr, et même à commenter si ça vous a pas plu ou n'importe quel retour. D'ailleurs, on est preneur parce qu'on est encore au début de l'aventure YouTube. Pour vous dire aussi que si vous voulez nous soutenir, Motus et Langue Pendue, tous les liens sont dans la description, notamment le lien vers LOASO, puisqu'on est un média associatif sur lequel vous pouvez faire un don ou prendre une adhésion, c'est vraiment ça qui nous aide le plus. Et c'est tout, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode autour du mouvement 4B, ou 4B en bon français. C'est Charlotte qui fera une chronique là-dessus, et puis si vous savez pas ce que c'est, venez le découvrir avec nous. Salut!